des scandales au Togo, et ça se ramasse à l'appel, hein, récemment, bien avant même ce rapport de la Cour des comptes, Transparency International avait publié aussi son rapport sur la corruption dans le monde. Et le Togo, notre pays, se retrouve parmi les pays les plus corrompus au monde. Sur 100 points, le Togo a récolté seulement 30, alors qu'il faut au moins 50 pour être dans la moyenne. Le Togo a eu 30 sur 100, parce qu'il se retrouve parmi les pays les plus corrompus. Hein. Non, en fait, je pense que ce que nous disons ne fait que corroborer le rapport de Transparency International. Vous savez, les gens sont allés dans ce pays. Transparence, il n'avait même pas besoin de dire ça. Bien sûr. Mais c'est dans ce pays où les gens sont allés payer certains titres où un certain farfelu d'organisation internationale du Sénégal a déclaré que le Togo était vraiment le summum de la où les gens avaient cliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, on nous donne à peine 30 sur 50. Sur 100. Sur 100. Je vais vous dire quelque chose. Et on nous dit, puisque nous parlons de la corruption, nous avons un organe au Togo qui est à plus. Voilà. Le directeur a été sauté. Le président. Le président a été sauté par décret présidentiel. Et c'est lui seul qui a été sauté. Excusez-moi. En voyant comment il a été sauté, moi nous avons voulu avoir plus d'explications, d'informations sur Aplusia. Et comme nous voulons avoir d'informations, le président d'Aplusia en question a déposé 9 dossiers sur la table du tribunal. Des dossiers de corruption avérés. Ça n'a jamais. Il n'y a jamais eu de poursuite, il n'y a jamais eu d'interpellation, il n'y a jamais eu d'invitation des personnes pour être écoutées. Et aujourd'hui, la personne a été sautée. Ce n'est pas fini. Lors d'une des émissions, on a demandé au directeur en question d'alors, est-ce qu'ils ont un service de contrainte, ou bien un service de policier? Il a dit non. Et que la faisabilité, c'est que eux, les dossiers sont déposés au niveau de la justice, du tribunal, ou bien le procureur peut se saisir du dossier. Ils ont déposé les dossiers n'ont pas 6 ou 9 dossiers, les dossiers n'ont pas été, les gens n'ont pas été interpellés. Or, c'est des cas de corruption avérés. Le monsieur qui a été sauté, c'est fini. Même les dossiers n'ont pas, même quand il était là, bien que les dossiers soient déposés, il n'a pas été. Qui va appeler qui maintenant? Pourquoi on ne peut pas donner 30? 30 même, je pense que ça a été quelque chose où peut-être c'est des dividendes qui ont été pour qu'on puisse donner 30. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi on donne 30 sur 100 au lieu de donner 0 sur 100. Parce que là où nous sommes au Togo, il faut reconnaître aujourd'hui que, et Ferdinand l'a dit tout de suite, nous perdons nos valeurs. C'est-à-dire que la corruption, même le fœtus dans le ventre, maîtrise ce que c'est que la corruption. Comment au Togo on peut envoyer un enfant de 5 ans, 6 ans, on veut chercher quelque chose, on lui donne 100 francs. Tu me payes 75 francs, 25 francs c'est pour toi. L'enfant est allé, le condiment pour lequel il a été envoyé n'a pas été, il n'a pas pu trouver ça, mais il pouvait aller devant, il y avait le condiment, il n'est pas allé, mais il est passé par quelque part pour monnayer les 100 francs et enlever lui ses 25 francs et lui donner les 115 francs. Donc comment on peut comprendre? On me dirait que l'enfant est intelligent, mais non, c'est parce que déjà l'enfant maîtrise quoi? C'est que non, nous perdons nos valeurs. Nous perdons nos valeurs. Et la corruption a germé dans le système. Même, je vais vous dire une chose aussi. J'ai trouvé d'une manière ou d'une autre un marché de combien de francs? La personne a 5 250 par semaine ou quelque chose. Donc quelque chose de 22 000 par mois pour le marché que je l'ai trouvé. Le premier jour où le monsieur a été payé, il m'a dit, Fofo, il n'y a pas de problème. Il me veut 10% aller. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que 10%? Je n'ai pas compris en fait. La rétrocommission. Il me dit que non, au Togo, quand tu touches 10%, c'est automatique. Et mais comment je ne sais pas ça qu'il s'en a, qu'il parte avec moi, je ne comprends pas. Que non, que moi je suis dedans, que lui, dans sa tête, il avait calculé, c'est déjà qu'il me donne 10%. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous conviendrez avec moi que. Et c'est comme la norme. C'est comme l'a dit Ferdinand, la normale est devenue normale. Comment tu peux comprendre ça?
On est au règne des antivaleurs. Comment tu peux comprendre ça? Aujourd'hui, depuis la fin de l'année jusqu'au début d'année, comme ça, on nous disait que les conteneurs seront déplacés, les gens seront le bord de la route et autres. L'information que moi j'ai, c'est que certaines personnes sont en train de passer chez certaines dames à son débat, mais un conteneur à la fond de comment. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et je suis à la mairie. Quelle mairie? Non, Mougnon. Vous comprenez? Je parle de ce qui est bas, ça. Je parle. Et pourquoi pas au niveau du sommet, ils ne vont pas avoir la corruption? Puisque des gens, déjà au sommet, excusez-moi, ont la gueule bien ouverte comme la gueule d'une baleine. Et déjà, ils sont comme ça. Et pour eux, ça n'a plus rien. C'est-à-dire que ce n'est rien. Parce que moi aussi, je sais que telle personne a fait ci. Il sait que moi aussi, j'ai fait ci. L'autre aussi sait que nous avons fait ci. On se soutient dans le mal. Et le rapport d'intervention, ça ne leur dit rien. Ce n'est pas important pour eux. Ce n'est pas important. Ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, c'est voir ils sont dans leur laboratoire maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les taxes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour presser de nouveau la population? Vous donnez 2000 aujourd'hui, vous avez combien de litres d'essence? Vous n'avez pas à peine 3 litres d'essence, non? Oui. Nicolas, merci beaucoup. Non, moi je pense que tout Togolais qui a encore un minimum d'éthique et de valeur ne peut être qu'indigné lorsque notre pays est décrit tel qu'il est aujourd'hui dans ces différents rapports. Et comme Nicolas l'a si bien dit, ou nous l'avons dit ensemble, transparence, il ne nous apprend pas grand-chose. Nous-mêmes, nous savons déjà le niveau de corruption dans notre pays. Et quand Transparence dit que le Togo est le 3e pays le plus corrompu de l'UEMOA, je me demande même si ce n'est pas plus. Parce que ce qui se passe dans ce pays est totalement ahurissant. Et tous les secteurs sont contaminés. Et même les religieux, les gens qui sont hier constituaient le temple même des valeurs, de l'éthique, c'est eux qui sont dans le faux. Les gens sont dans le faux à tous les niveaux. Et donc, quand vous avez un pays comme ça, moi je vois qu'on est dans la situation où le Ghana était avant l'arrivée de Ronlis. On n'est pas encore vraiment dedans, mais on y est presque. Parce que aujourd'hui, les gens n'ont plus d'état d'âme quand il s'agit de voler l'argent public, quand il s'agit de s'enrichir de façon illicite, quand il s'agit de narguer les gens. Et le système politique est devenu un système de prébende dont tout le monde se sert. Et donc, à partir de ce moment-là, personne ne dénonce personne. Vous allez constater que sur la question du rapport de la Cour des comptes, les gens feront juste des dénonciations de principe et puis vont rapidement passer à autre chose. C'est tout. Parce que ce qui intéresse certains aujourd'hui, c'est les élections régionales. Nous voulons devenir sénateurs pour prendre notre part aussi du gâteau. Il faut qu'on change un peu d'ici la fin de l'année notre petit look. Ceux qui sont des retraités doivent revivre un peu. Parce que c'est bon, pour devenir sénateur, on va vous donner peut-être 300 000 francs par mois, un véhicule Duster. Donc vous allez reprendre une nouvelle forme de vie. C'est l'occasion de reprendre une nouvelle femme, hein, et tout et tout. Et ceux qui sont des jeunes et qui veulent changer de statut social, c'est aussi l'occasion d'amorcer leur ascension sociale. Personne n'a en vue l'état du pays. Comment le pays est en train de se dégrader. Comment le pays... on a vu des vidéos pas très longtemps sur la route de Palimé vers Adiakba, tout ça, où les gens vont boire à la même source que les animaux. Une femme qui était en train de pleurer lançait un SOS. Comment se fait-il que dans ce pays, des gens ont amassé des fortunes, des gens des milliards, des gens vont acheter des appartements à Dubaï, ils vont mettre de l'argent à Dubaï. Vous savez que depuis que en Europe et aux États-Unis, en France et tout, on a commencé par serrer les vis sur les flux financiers. Tout était contrôlé aujourd'hui. Pour acheter aujourd'hui une maison ou un appartement en Europe ou aux États-Unis, c'est vrai qu'on pouvait le faire, mais les conditionnalités ont changé.
Tout le monde va à Dubaï. Il n'y a que les Africains qui n'investissent jamais dans leur pays, qui sortent de l'argent dans leur pays pour aller investir partout. Quand les Blancs ont fermé, l'Occident a fermé, ou semble fermer plus ou moins leur espace, ils vont chez les Arabes. Combien d'Arabes vous avez vu ont déplacé leur fortune pour venir investir en Afrique? À part ceux qui croient en l'Afrique, les Dangote, les Tony Eloumelou et tout ça qui mettent leur fortune en Afrique ici parce qu'ils y croient. Dans nos pays francophones là, tous les nouveaux riches là, tous ceux qui sont devenus riches par accident, ils vont à Dubaï. Bon, il y a un scandale qui va éclater là-bas bientôt, mais ils vont à Dubaï. On saura bientôt qui ont mis l'argent là-bas. Mais tout le monde va à Dubaï. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'avec cette mentalité-là, nous soyons dans une posture pour accuser les autres. Tous ceux qui ont les milliards, ils font quoi, par exemple, dans leur localité? Ils font pratiquement rien du tout. Et les gens continuent de boire l'eau avec les animaux, dans des barrages. Des retenues d'eau, quoi. Ce n'est pas des barrages, des petites retenues d'eau. L'eau totalement insalubre. Et donc, tant qu'on ne va pas faire une guerre sans merci contre la corruption dans nos pays, tant qu'on ne va pas moraliser la vie publique, tant qu'on ne va pas faire comprendre aux gens que l'argent public ne peut pas se retrouver dans les poches de quelques individus. La corruption ne disparaîtra jamais. Si on le dit, c'est que nous sommes des démagogues. Même aux États-Unis, en France, partout, il y a la corruption. Mais il faut atténuer la corruption pour que cet argent que les gens prennent puisse servir à tout le monde. Et tant qu'on ne va pas être à ce niveau-là, la société va être... Il y aura une fracture dans la société. Il y aura une minorité qui sera extrêmement riche. Il y aura une majorité qui sera dans la pauvreté. Constatez que dans notre pays, il est difficile de voir émerger une classe. Comment on appelle la classe moyenne. Parce qu'on est dans les deux extrémités. Or, c'est la classe moyenne qui rééquilibre les choses, qui fait circuler l'argent, qui consomme. Il n'y a pas de classe moyenne au Togo. Même l'embryon, même, on l'écrase. Le Ghana a sa classe moyenne qui émerge. La Côte d'Ivoire commence par avoir une classe moyenne. Le Bénin, pareil. Sénégal, pareil. Le Togo n'a pas de classe moyenne. Vous avez les deux extrémités. Les riches, on connaît leur zone d'habitation. Ils sont là-bas. Ils construisent les villas de 1 milliard. Ils ont les véhicules. Les pauvres qui sont dans les quartiers périphériques, dans les taudis, ils sont sur les motos. Ils se débrouillent. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Ils sont dans les araignées. Et ça ne choque personne. Et la classe, la minorité, chaque week-end, elle va dans les funérailles pour enterrer leurs frères qui sont dans la majorité, qui n'ont rien. C'est-à-dire les week-ends, si vous allez vers Pelé, Voga, Anéon, Kara, tout ça, il y a les enterrements. Et c'est le plus fortuné de la famille, on dit, c'est le grand frère, il arrive, c'est lui qui a les billets de 500, les nouveaux billets, il vient aux funérailles, il distribue aux gens, on amène les gens, ils jouent les tam-tams, et puis bon, on enterre le frère, tout le monde repart à Lomé. Donc eux, leur fortune, c'est pour enterrer ceux qui sont dans la majorité, qui n'ont rien, leurs frères. Est-ce qu'avec cette mentalité-là, nous allons nous développer? On ne va jamais se développer. Et donc, ça, c'est de la responsabilité des hommes politiques. Il faut donner une orientation au pays. On disait qu'Obasanjo, quand il était au pouvoir, il a dit « Comment je vais faire pour que le Nigeria ait des milliardaires ?» C'est ce que les gens disent. Moi, je n'ai pas de preuves, mais il semble que c'est vrai. Ils ont commencé par soutenir les Nigérians. Mais au Togo, il ne peut pas émerger Dangote dans ce pays. Il ne peut jamais avoir de riches dans ce pays. Dès que vous commencez par avoir une petite fortune, on va vous coller tous les étiquettes. On va dire que vous avez l'ambition de prendre le pouvoir, vous avez ceci, vous avez ça. On va vous écraser. Conséquence, même les gens qui ont de l'argent au Togo, ils ne font rien avec. Donc, on est dans une situation un peu difficile. Et tous ceux qui sont dans l'administration, tous ceux qui sont à un niveau de responsabilité, comme la vie est difficile, tout le monde vit de la corruption. J'ai 100 000 francs, mais mes besoins dépensent 100 000 francs. Qu'est-ce que je fais? Quand quelqu'un vient pour faire légaliser un papier, je lui dis, je bloque son papier, je lui dis, donne 500, donne 1000 francs. S'il faut légaliser un document, je demande un surplus. S'il faut passer un dossier dans l'administration, je demande un surplus. Et donc, la corruption est devenue la norme. Ça saute aux yeux, ça se vit tous les jours. Mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Donc, quand des dirigeants eux-mêmes viennent sur les médias pour dire « Ah, il y a des anomalies, mais tout est normal. Il y a des choses qui ne sont pas certifiées, il y a des détournements. » Mais ils disent « Non, c'est bon.
Qu'est-ce que vous voulez que le bas peuple dise? Celui qui cherche à acheter sa moto Haoju, s'il a 80 000 francs par mois, hein, il fait des tontines, c'est pas Fusec ou Seka, je sais pas quoi, mais il va chercher le surplus dans l'administration pour acheter sa moto, parce que la moto est à 600 000 ou à 500 000. Donc voilà comment ça se passe. Et donc nous sommes là pour en parler, pour dénoncer. Nous savons que le système est né de la corruption, vit de la corruption. Le système ne peut pas faire la lutte contre la corruption. Parce que si demain, Faure Gnassingbé décide de lutter contre la corruption au Togo, c'est que c'est lui-même qui saute. C'est lui-même qui saute. Donc, personne ne se permet de se faire harakiri. Il sait. Il a juste les dossiers sur chacun de ses collaborateurs qu'il a dans les placards. Ça, il est fort dans ça. Et le jour où ta tête ne le plaît plus, il sort ton dossier, et puis bon, on essaie de faire quelque chose, et puis on te pousse. Là, il tient les collaborateurs avec les dossiers. Il voit tous ceux qui détournent, ceux qui commettent les crimes aussi de sang. Il a les dossiers sur chacun. Dans le jour où tu commences par ne pas être vraiment loyal, on sort ton dossier, et puis on te dit, ah bon, c'est pas toi qui faisais ça? Bon, on dit au juge, enclencher une procédure. Et donc tu te calmes. C'est le système à la Paul Biya, quoi. Voyez-vous, c'est ce qui se passe au Cameroun. Voilà, c'est ce qui se passe au Cameroun depuis la nuit des temps. Ouais. Paul Biya, il a 90 ans aujourd'hui. Nous sommes le 13 janvier. 13 février, il a eu le plus long règne parce que les collaborateurs, il les utilise et après il les sacrifie. C'est au Cameroun que vous avez 3 gouvernements au moins en prison. 3 anciens premiers ministres, 3 ministres en prison. L'unité de détournement au Cameroun, c'est milliards. C'est-à-dire, on a condamné quelqu'un la dernière fois qu'il a volé 20 milliards, sa femme aussi en a volé combien? Mais on a retrouvé plus de 300 milliards. Ils ont au moins 50 combien d'immeubles à Yaoundé. Vous imaginez ce qu'ils ont à l'extérieur? Oui. Et ça, vous avez des gens comme ça partout au Cameroun. Au Togo, c'est pareil. Sauf que ici, les scandales n'éclatent pas. C'est-à-dire que la fuite des informations n'est pas comme au Cameroun. Donc les gens sont dans l'ombre, mais leur patron sait qui a volé, qui n'a pas volé, qui lui doit quoi. Et donc le jour où il n'a plus besoin de toi, il sort, il ouvre le placard, ou là où on a mis ton nom, il te tire. Et puis il dit, ah lui là, il faut le mettre de côté. S'il faut t'envoyer la justice, on t'envoie la justice. Et puis toi aussi tu te calmes, parce que tu sais qu'on ne te tient pas les couilles. Voilà. Et donc un système comme ça ne fera jamais la lutte contre la corruption. Donc personne ne rêve que des gens qui sont cités dans des scandales, des gens qui sont cités dans des dossiers de corruption vont se retrouver devant le juge. Pourquoi Apulsi a déposé les rapports et les procureurs n'ont pas enclenché de procédure? Le procureur, c'est un magistrat de parquet. Il reçoit les ordres du ministre de la Justice, et le ministre de la Justice reçoit les ordres du Premier ministre, et lui reçoit les ordres du président. Donc, avant même que Apulsi ne dépose ses rapports, ses enquêtes sur la table du procureur, il les a transmis au président de la République. Et il sait ce qu'il sait dedans. Si le président dit, mettez un caillou sur ce rapport, le procureur, il est qui? Puisque lui-même, il est là-bas par des artifices politiques. Donc, il sait que le jour où le couloir qu'on lui a tracé comme procureur, il sort de ce couloir pour vouloir dire le droit, on va le dire, ah bon, c'est pour le droit que tu étais là-bas, on va le sauter. Donc il est calme, il est procureur. Le jour qu'on lui amène un journaliste, il l'envoie en prison. Le jour où on l'amène un homme politique, il l'envoie en prison. Le jour où quelqu'un est en disgrâce dans le régime, et on trouve un élément pour l'écarter, le procureur est en action. Mais si c'est pour la moralité de la vie publique, le procureur, il est sourd. Vraiment, et puis là, il ne voit rien. Vraiment, il ne voit rien. En plus, voilà, je voudrais qu'on parle aussi de cet aspect de la chose. Hein. Je pense que c'est la corruption qui amène aussi le Togo à ne pas faire des rapports à l'ITIE, puisque la semaine dernière, l'ITIE a dû suspendre le Togo de son mécanisme pour 6 mois. On dit, selon les sources, le Togo a envoyé son dernier rapport en 2017. Voilà. Et le rapport de 2017 a été incriminé. Et à partir de 2017, bouche cousue. Vous comprenez? Même je dirais même que Transparence a été trop patient pour dire depuis 2017 que vous voyez comment les gens fonctionnent. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous avons produit un rapport que vous avez incriminé. Demain, si nous avons le rapport, vous allez nous dire quoi? C'est ce qui s'est passé. Et même Transparence était dans l'obligation même de faire de sortir ce rapport. Maintenant, si on vous dit par devers le lobbying qui a été fait derrière, puisqu'ils sont très
très informé sur ce genre de choses. Si on vous dit par devers le lobbying qui a été fait avant même qu'on ne sorte ce rapport, vous n'allez pas croire. C'est ça aussi notre État, c'est ça ce pays-là. C'est pour dire que il y a au Togo une certaine banalisation de la corruption. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui peut choquer. Ça ne choque personne. Ce n'est plus quelque chose... Non, ça, on banalise ça, quoi. Ce n'est pas... Les gens sont plutôt choqués de celui qui est choqué de la corruption. De la corruption. C'est comme... Et toi, on te traite comme si tu es... sur notre planète. Sur notre planète, mais tu es arrivé au Togo depuis... Il n'y a pas longtemps ou quoi. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire... Voilà. Tu veux nous montrer quoi? C'est ça. Moi, je le dis souvent. Ce pays-là, c'est que... Tenez-vous bien. Les gens ont tout fait pour avoir les moyens financiers de tout le pays. Les FDS, les forces de défense de sécurité, et glaner quelques chefs traditionnels qui sont quand même ces garants-là, et puis le tour est joué. Tenez-vous bien, la fois dernière à Thélier, quand on dit qu'on est allé, on pose des questions, qui est sur tel projet, et on dit c'est telle personne, et on dit ceci. Les chefs là qui sont restés sous le soleil n'ont pas mangé. Après ils ont commencé à dire, comment ça peut se passer? Mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Ah, selon nos sources, il a été dit qu'il faut qu'on mobilise. Et les gens là sont allés mobiliser. C'est ce qui s'est passé. La même chose s'est passée hier, le samedi à Tapamé. C'est quoi? C'est une pré-campagne. Ça veut dire quoi? C'est un signe pour dire que je suis là en 2025. Donc, du moins, je suis là au-delà de 2025. Donc, tout ça là rime avec quoi? C'est méli-mélo de corruption que les gens trouvent normal et autres. C'est tout. C'est tout parce que lorsque nous parlons, tu sais, il y a certains qui seront dans leur bureau quand ils vont sur l'immeuble. Ils parlent. C'est des gens qui parlent seulement. C'est des gens qui parlent, c'est ce qu'ils vont dire. C'est des gens qui parlent. Mais si vous voyez, nous, nos vies, on a oui. Moi, je n'ai rien. Je sais pas, mais Dieu merci. Comment tu n'as rien? Mais Dieu merci. Comment tu n'as rien? Bon, pour dire cette gabegie financière, là, je ne l'ai pas. Non, c'est-à-dire que... Mais comment tu n'as rien? moi, je dis toujours aux gens, je suis riche de mon intelligence. Ou bien? Je suis riche de ma santé. Ça, je suis d'accord. Je suis riche de tout ce que je fais. Ouais. En bien. Et si par devers, et si au-delà de tout ça, j'ai quelques biens matériels, je remercie Dieu. Donc la richesse, parce qu'il y a des gens qui sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. Ou bien, à part l'argent, ils n'ont rien. C'est vrai. Ils n'ont pas fait de très bonnes études, leurs enfants n'ont pas réussi, sont pas des gens sans aucune autorité, ils n'ont pas de moralité. Donc, moi, je ne dirais jamais que je n'ai rien. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais je suis immensement riche. Voilà. De mon intelligence, voilà. De ma lucidité, de la santé que j'ai. Je suis riche. Okay. Il y a des gens, ils n'ont que l'argent. Et le jour, ils ont tellement de l'argent dans leur maison que même quand il y a une souris qui passe, ils ne sont pas tranquilles. Ce n'est pas des gens qui sont riches. Comparativement à eux d'une manière matérielle, c'est ce que je veux dire. Mais à côté de ça, je vais vous donner un exemple. Quand on prend le rapport de Transparency International, ça écume clairement ce que nous vivons. Et puis, ça se conforme, le rapport qui est sorti, et le rapport de la Cour des comptes, et suit maintenant le rapport de Transparency International. Ça veut dire quoi? C'est des choses qui marchent de pair, parce que de la corruption là, ça vient encore noyer plus, ou bien confirmer l'état de corruption là. Dans nos états, qu'est-ce qui se passe? Pour mieux affermir ce phénomène néfaste de corruption, qu'est-ce qu'on fait? On prend les médiocres qu'on met à des places qui ne doivent pas être. Et ces médiocres-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui tiennent plus le système en place parce qu'ils sont conscients que ce n'est pas leur place. Ce n'est pas leur... Même, nous sommes des journalistes, nous allons parler aussi de nous-mêmes les journalistes. Vous allez voir nos collègues aujourd'hui. Je n'ai rien contre nos collègues. Non, rien. Mais vous allez voir, quand vous les voyez, vous allez dire, mais lui là, c'est quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais écoutez-les dans les médias, écoutez leur analyse, suivez ce qu'ils disent chaque fois. Vous serez affarés, vous êtes étonnés que c'est des gens qui tiennent de pareils propos. Pourquoi? Parce que leur ventre est chaque fois bourré.
C'est vrai qu'on nous accuse que nous, journalistes, nous parlons des autres personnes nous-mêmes. C'est vrai. Nous contribuons, nos collègues, certains de nos collègues contribuent à l'affermissement de ce système de corruption au Togo. Malheureusement. On en parlera. Malheureusement. Et vous allez le voir, vous un journaliste qui d'abord est rentré d'une manière scandaleuse dans la corruption, dans le métier, au lieu d'être, on peut rentrer d'une manière scandaleuse dans le métier et être vraiment lucide et être vraiment un bon analyste et voir les choses de manière positive. D'une manière positive du moins. Mais tu les vois aujourd'hui, mais ils sont dans les choses là et on pense que c'est ça. Et puis le problème c'est quoi? Et le plus souvent, ils font le paraître. Et quand tu suis leur déclaration, c'est grave. Ce qui fait aujourd'hui que nous, par exemple, quand je parle de Ferdinand, moi par exemple, nous avons la liberté d'expression. Parce que nous n'avons pas bégayé quand nous voulons sortir certains mots. Mais eux, si je le dis parce que la corruption, ça les incombe aussi. C'est pourquoi j'ai fait cas de cette situation aussi. Merci beaucoup. Oui, toujours sur ce débat hein, à l'ITIE, là. Le Togo, un rapport qui devait être produit en 2020, le Togo a eu jusqu'au 31 décembre 2020. Mais le rapport n'a été toujours pas produit pour satisfaire le mécanisme de l'ITIE. Personne ne nous a forcé à rentrer dans le mécanisme de l'ITIE. C'est comme le mécanisme qui permet de certifier les diamants, Kimberley. Donc si nous sommes allés, c'est parce que nous voulons aussi être dans la logique de la transparence dans les industries extractives. On est rentré dedans. On a produit 1, 2, 3 rapports et puis depuis, on ne veut plus produire de rapports parce que justement, ce que l'ITIE nous demande, nous ne pouvons pas le faire puisque dans le mécanisme de l'ITIE, il y a les contrats qui lient le Togo à certains exploitants des mines qui doivent être publiés. Vous savez que l'Alternative est le journal qui a fait le plus d'enquêtes sur la gestion des mines au Togo. On a fait les Panama Papers, on a fait les Panama Papers et Wassem Gates, on a fait, comment appelle-t-on, les phosphates. On a énormément écrit sur les phosphates. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le domaine de l'industrie extractive au Togo, mais c'est des crimes économiques innommables. Ceux qui ont exploité, on a fait les avant Panama Papers, on a fait non, on a fait Pomar aussi, mais ça c'est sur le marbre, mais on a fait le truc de Bangeli, M-Maimin. Ouais, M-Maimin, le fer de Bangeli. Et c'était African Leaks, on a fait ça aussi. Mais si vous voyez ce qui se passe dans les mines au Togo, c'est innommable. Et donc, qui sont ceux qui tirent les bénéfices de tout ça? Ceux qui se cachent derrière ces étrangers qui sont là et qui se font des milliards sur le dos du contribuable togolais. Vous allez dans la zone de Haoto, tout ça, vos lacs mines, c'est la catastrophe écologique et humanitaire. Et pourtant, ceux qui ont exploité ces mines, qui continuent d'exploiter les phosphates là-bas, sont milliardaires à vie. Vous allez à Tablibo, vous savez que l'usine de Wassem est dans la périphérie de la ville. Donc toute la pollution que l'usine dégage, ça retombe dans la ville. Et à Tablibo, il y a toutes sortes de maladies. La seule route goudronnée qui passe à Tablibo, c'est elle qui passe au carrefour là-bas et qui va vers Afagnan. Et il n'y a pas un hôpital spécialisé dans une zone où on exploite des mines et les gens sont malades. Les gens ont des problèmes d'yeux, les gens ont des problèmes de poumons parce qu'il y a la pollution qui redescend. Il n'y a pas de pneumologue, il n'y a pas de matériel de pneumologie, il n'y a pas d'ophtalmologue, il n'y a rien. Même la maternité de l'hôpital de Tablibo est dans un état. Quand il y a une situation compliquée à Tablibo, il faut aller à Fagnan ou il faut arriver à Thévier. Ça, c'est dans une zone où les gens se font des milliards. Vous quittez Tablibo, vous allez à Sikakondi. Moi, j'ai parcouru toute cette zone-là. Je suis allé à Sikakondi. Vous allez à Sikakondi, vous voyez le village et vous voyez la cité. C'est comme Paris et
et je sais pas, Et Badago. Vous voyez les gens qui sont dans la cité. La cité elle est d'abord fermée. Ne rentre pas qui veut. Il faut monter patte blanche, il faut présenter votre carte d'identité. Il y a tout dans la cité. L'électricité, tout est lumineux. Même pendant le jour, les lampadaires sont allumés dans la cité. Il y a les cours de tennis, la piscine, tout. Les villas sont des rostandines. Parce qu'ils vivent là-bas, les cadres, les blancs et tout. Et vous avez le village à côté. Où vous avez les cases qui sont en banco. Il y a des huttes. Certains cases sont tombés. Il n'y a pas d'aménagement de l'espace. Il n'y a pas d'adduction d'eau. On a mis quelques lampadaires. Il n'y a rien. Et vous voyez l'usine là-bas, avec tout ce qui sort dans la nature tous les jours comme pollution. Sika Kondi, je suis allé 2 fois. Et les ouvriers qui travaillent là-bas, dans cette zone-là, ils vivent loin, ils viennent à vélo. Il n'y a pas une seule route goudronnée qui quitte Tablibo pour aller à Sika Kondi. Elle n'est même pas aménagée. Et donc, voilà. Vous voulez que ces gens-là produisent quelle information? Parce que si eux, ils sont là, ils ne sont pas actionnaires majeurs et 100%. Il y a des Togolais qui sont dedans. Quand on a sorti les actionnaires de Waxem, vous avez vu tout ce qui était dedans. Alors si demain vous sortez les actionnaires de Scan Togo, c'est vrai que c'est allemand, mais c'est tellement que l'État ou quelques Togolais sont cachés dedans. On ne sait jamais. Parce qu'on n'a jamais vu la liste des actionnaires. Et quand vous allez à le manganèse qui a commencé par être exploité au fin fond vers Dapaon, quelque part là-bas, qui sont ceux qui l'exploitent, ça rapporte qu'au pays, personne ne voit rien. La mine de Bassa, elle a été exploitée après, les gens ont disparu. Et les Indiens, là, ils ont disparu et ils n'ont rien laissé. Et donc, c'est normal que le Togo ne produise rien. D'abord, qui pilote le processus de lithium au Togo? Qui en est le président? C'est M. Agbemadon, un ancien baron du Nil. Il est toujours dans le Nil. Depuis quand les gens du Nil ont toujours été des gens transparents dans la gestion des affaires du pays. Donc voilà, donc c'est normal que finalement les TIE les suspendent parce que eux ne veulent pas fournir des informations qui puissent se retrouver sur la place publique pour qu'on sache ce qui se passe dans les industries extractives du Togo et qui en sont les véritables bénéficiaires. Donc ils ont fait un blackout. Et comme les mécanismes comme ça sont rigoureux, bon, vous ne voulez pas produire le rapport, bon, on vous exclut, on vous suspend. Le jour où vous revenez à de bons sentiments, où vous voulez faire le travail de façon professionnelle, vous voulez vraiment être transparent, on peut vous réintégrer dans le système. Donc, c'est l'opacité dans la gestion des mines au Togo qui aboutit à ça. Le Togo est quand même un pays, c'est un scandale géologique. Allez sur le site de la Direction Générale de la Géologie au Togo pour voir toutes les mines qui sont au Togo. Les gens, les Togolais, moi, je m'accroche souvent avec des gens, j'ai des accrochages avec des gens, quand ils nous disent que le Togo n'a rien, que le Togo n'intéresse personne, ils disent, vous êtes fous. Vous connaissez le pays qu'on appelle le Togo? Vous connaissez le Togo? Quand vous prenez le Togo en termes d'habitants et en termes de richesse minière que nous avons au Togo, ils ne sont plus riches que le Ghana. Ouais. Si vous prenez le Togo et le Bénin, le Togo concentre toutes les mines ici. Le Bénin n'en a rien. C'est que les gens ne savent pas de quoi on parle. Le Togo, c'est un bout de territoire, mais qui apparaît comme un scandale géologique. Vous avez vu les phosphates qu'on a découverts dans la zone de Bassa? Le nombre de tonnages? Vous avez vu l'histoire de marbre au Togo? Les qualités de ce marbre-là? Vous avez vu les phosphates? Mais tout le pays est rempli de richesses. Alors, qui exploite tout ça? Les dividendes vont dans les poches de qui? Et pourquoi la population n'en profite pas? Allez à Tchévier, Gapé, Agbelouvé, tout ça. Toutes les carrières de sable, de roches qu'on a ouvertes, on fait les comment vous appelez ça? Les graviers. Les graviers concassés. Mais quand vous dépassez Tchévier, oui, vous dépassez Tchévier là, non? C'est vraiment avant d'arriver à Belouvé, oui, pour aller à Gapé, tout ça, dans cette zone-là. Il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Français, il y a les Togolais, il y a les Libanais. Tous ces gens-là sont en train de détruire notre nature, de contaminer les eaux, de faire exploser les rochers, de vendre le gravier. Qui sont leurs protecteurs? C'est les ministres, c'est les autorités, c'est les officiers. Ils ont leur part. Et ces gens-là sont au Togo, ils s'enrichissent, ils sortent l'argent du pays. Et les populations s'approvissent là-bas. Allez, moi je vous dis, allez là-bas à Gapé,
Agbelouvé, Thiévier, c'est toute cette zone-là, jusqu'à allant vers Notien. Vous allez voir, tous les roches qui sont là-bas sont en train d'être explosées par les gens. Comment vous pouvez dire que le Togo n'est pas riche? Tout ça a besoin d'être répertorié par les tueurs. Les gens ne veulent pas déclarer ça. Donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que le Togo ne soit pas exclu? Donc, ça revient au débat que nous faisons depuis 1 heure. La corruption et ses dérivés. Voilà, le monstre est devenu, je ne sais pas, c'est l'hydre à plusieurs têtes. Donc, c'est une pieuvre qui a des tentacules partout. Donc, voilà le système, comment il est tenu et comment il fonctionne. Et nous n'avons que notre petit plume de journaliste et les micros pour en parler, avec même des risques. Vraiment. En tout cas, on espère qu'au bout de 6 mois, puisque l'ITU a donné encore 6 mois au Togo pour pouvoir produire le rapport, les gens reviendront de meilleurs sentiments pour que ce rapport soit produit et que le Togo réintègre ce mécanisme qu'est l'ITU. Est-ce que vous avez constaté que les rapports au Togo ont toujours des problèmes? Bien sûr. Ah, vraiment. Les rapports au Togo ont toujours des problèmes. Exactement. Nous allons souffler un tout petit peu, le temps de rafraîchir la gorge, et puis nous revenons après une petite pause pour attaquer le dernier sujet. Merci. À tout à l'heure.